de ce soir, qui se tient sous les dispositions dérogatoires liées au contexte sanitaire. Comment ? C'est-à-dire avec un quorum au tiers, chaque conseiller municipal pouvant porter 2 pouvoirs. Donc au conseil municipal de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Sophie Gaillard, conseillère municipale, qui rejoint l'équipe du groupe majoritaire en remplacement de Monsieur Benjamin Léon, qui a démissionné il y a une semaine. Benjamin Léon, que je tiens à remercier vivement pour son implication, le temps qu'il a consacré, le travail qu'il a mené. Merci la technique. Merci. Le travail qu'il a mené sur ce début de mandat au service de l'ensemble des Meulésiennes et des Meulésiens. Je vais demander à Monsieur Martin de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maury. Madame Sophie Ledréan-Quélectu. Monsieur Patrice Dumas. Est absent excusé pour ce début de séance et donner pouvoir à Madame Gaëlle Mestry. Madame Ghislaine Marzin. Madame Marie-Édith Massé. Est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Mathieu Gentès. Monsieur Jean-Michel Pénard. Madame Françoise Loret. Monsieur Mathieu Gentès. Madame Gaëlle Mestry. Monsieur Laurent Jeanne. Madame Sylvie Virol. Monsieur Michel Lauré. Est excusé et a donné pouvoir à Madame Gaëlle Mestry. Madame Marie-Christine Garnier. Monsieur Serge Abraham. Monsieur Éric Jouble. Madame Florence Boulet. Monsieur Laurent Molez. Madame Sophie Gaillard. Madame Béatrice Valette. Madame Magali Bertin. Madame Séverine Gauguin. C'est excusé et a donné pouvoir à Madame Françoise Leray. Madame Élise Carpier. C'est excusé et a donné pouvoir à Madame Marzin. Madame Lisa Klimek. C'est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Mathieu Gentès. Madame Isabelle Lemarchand. Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Yves Ferret. C'est excusé et a donné pouvoir à Madame Christelle Renaud. Madame Christelle Renaud. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Bien, je vais commencer par vous présenter Madame Anaëlle Henry, chef de projet Petite Ville de demain, qui travaille depuis déjà quelques semaines pour le compte de la commune de Melesse et de la Mézire. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous, donc je suis Anaëlle Henry, chargée de mission Petite Ville de demain, dont la mission sera, donc, suite à la convention d'adhésion qui a été signée en mai 2021, de constituer un projet de territoire au courant de l'année, basé sur un diagnostic des axes stratégiques et des fiches actions pour mettre en œuvre ce projet. Voilà. Très bien. Donc, Anaëlle Henry répartit son temps entre la commune de la Mézière et la commune de Melesse sur un emploi qui est porté par la communauté de communes. Cet emploi est subventionné par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, par la banque des territoires. Et le solde de son poste est assuré pour moitié entre la commune de Melesse et la commune de la Mézière, mais tout ceci, nous en avions déjà débattu et délibéré. Je cherche volontaire pour assurer le secrétariat. Madame Sylvie Virol. Premier point, M. Patrice Dumas nous a rejoint. Le premier point de l'ordre du jour
Cession des parcelles au hameau de la Landrière, acquisition de la parcelle à la haie ferrière. Je vais demander à M. Maury de bien vouloir présenter ce point. Pardon ? Comment ? Ah pardon, M. Ferrand. Excusez-moi. Excusez-moi. À noter également l'arrivée de Mme Florence Boulet. Donc, Monsieur le maire, donc juste deux questions pour commencer. La première concerne le procès-verbal du conseil municipal du mois de novembre. Savoir s'il y avait un souci pour pouvoir l'aborder, enfin en tout cas le traiter en conseil municipal. Et puis ensuite, la deuxième, c'est concernant les serveurs et l'accès à la messagerie pour les élus. J'avais posé la question en novembre dernier. Vous m'aviez répondu qu'on devait aller avoir un nouveau serveur et un nouvel outil en février 2021. À ce jour, on n'a toujours pas l'outil. Je voulais savoir quand est-ce qu'on pourrait enfin l'avoir. Concernant la première question, le temps n'a pas été suffisant pour préparer le procès-verbal de la séance de mi-novembre, mais il sera établi, hein, il est commencé d'ailleurs. Et concernant la deuxième question, je la prends telle que pour apporter une réponse plus complète à l'ensemble des conseillers. Merci. Monsieur Maury, premier point de l'ordre du jour. Donc, cession des parcelles D1375 et E2247, le hameau de la Landrière, et acquisition de la parcelle D667P, la haie ferrière. Par délibération en date du 28 septembre 2016, le conseil municipal a émis un avis favorable au déclassement de plusieurs voies communales en vue de leur aliénation et a décidé de prescrire une enquête publique. Un arrêté du maire, en date du 8 décembre 2016, a prescrit l'ouverture de cette enquête publique qui s'est déroulée du 9 au 24 janvier 2017. Dans son rapport, en date du 14 février 2017, le commissaire enquêteur, Mme Liverneau, a émis un avis favorable au déclassement des différentes portions de l'ancien chemin rural du hameau de la Landrière, anciennement cadastré E1922 et D1059, en vue de son aliénation par les propriétaires riverains. L'enquête publique qui s'est déroulée du 9 au 24 janvier 2017 n'a donné lieu à aucune observation de nature à remettre en cause le déclassement. Il est proposé de céder les parcelles D1375 et E2247 à la SCEA, le Jardin des Landrières. Par ailleurs, afin de régulariser l'emprise foncière destinée au domaine public au lieu-dit la haie ferrière et à l'empiètement du chemin communal sur la parcelle privée cadastrée D667P, la commune souhaite acquérir la dite parcelle. Le 18 octobre 2021, le service des domaines a émis un avis favorable sur le prix d'acquisition-cession de ces différentes parcelles à 60 centimes d'euros le mètre carré. Vous avez le détail des parcelles, la D1375 et la E2247, propriétaire actuel de la commune de Melesse, pour des superficies de 1123 mètres carrés et pour la 2247 de 388 mètres carrés. Et pour la D667P LSEA, le Jardin des Landrières, pour une superficie de 491 mètres carrés, le prix d'acquisition également à 60 centimes d'euros. Les frais de cession, d'acquisition et notariés seront pris en charge à hauteur de 50% par chacune des parties. La commission équipement public, voirie et aménagement rural, réunie le 7 décembre 2021, a émis un avis favorable sur cette question. Le conseil municipal est invité à se prononcer favorablement pour le déclassement de ce chemin rural qui desservait autrefois le hameau de la Landrière, anciennement cadastré E1922 et D1059, en vue de son aliénation. Approuver la cession par la ville de Melesse des parcelles cadastrées E2247, D1375 au profit de la SCEA, le Jardin des Landrières, aux conditions énoncées ci-dessus, et approuver l'acquisition par la ville de Melesse de la parcelle cadastrée 5667P aux conditions énoncées ci-dessus et autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci beaucoup.
Avez-vous des questions? J'invite donc le conseil municipal à valider ce déclassement de chemin tel que M. Maury vient de le présenter, à approuver la cession par la ville des 2 parcelles qui ont fait l'objet de la présentation par M. Maury, l'acquisition par la ville de la parcelle D667P à 60 centimes d'euros le mètre carré, les frais étant répartis 50-50 pour chacune des parties. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 2, personnel municipal, création de postes. Madame Mestri. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Personnel municipal, création de postes. En trois parties, ce point, afin de faire face à l'augmentation d'activité au sein du pôle moyens et ressources, il est proposé la création d'un poste permanent de gestionnaire des carrières et des paies, ouvert sur le cadre d'emploi des agents administratifs à compter du 1er janvier prochain. Par ailleurs, il est proposé de créer un emploi permanent sur le cadre d'emploi des adjoints techniques pour renforcer l'équipe de production du restaurant municipal. Création à partir du 1er janvier 2022 également. Il s'agit là de répondre à notre double objectif, nourrir le nombre d'enfants de plus en plus croissant qui fréquentent le service de restauration et d'autre part, poursuivre dans notre engagement de qualité des repas servis. Donc ça nécessite plus de préparation qu'un service livré. Troisième point, le recrutement d'un agent chargé de gestion des marchés publics ayant été infructueux. Il est proposé de solliciter le dispositif volontaire territorial en administration pour une durée de 18 mois. Le chargé de mission pourra être recruté sur un emploi permanent à l'issue de ces missions. Vous avez de façon récapitulative en tableau les différentes propositions que je viens d'énoncer. Merci. Vous avez des demandes de précision? Je soumets donc au vote du conseil municipal en vous proposant d'adopter les propositions que Mme Mestri vient de nous présenter de manière détaillée et de modifier le tableau des emplois en conséquence. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant de passer au point suivant, j'ai juste omis de dire en tout début que je retirais le point 8 de l'ordre du jour du conseil de ce soir pour le reporter à un prochain conseil. Le point 3, personnel municipal, autorisation d'absence pour raison familiale. Madame Mestri, s'il vous plaît. La loi prévoit que des autorisations spéciales d'absence qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des congés annuels, ces autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et aux contractuels à l'occasion de certains événements familiaux, heureux ou malheureux. Chaque collectivité fixe en conséquence ses propres règles en la matière par délibération et après avis du comité technique. L'autorité territoriale souhaite que pour des événements majeurs, heureux ou malheureux, touchant directement les agents, un principe de bienveillance soit maintenu et se traduise par des autorisations d'absence autorisées, élevées ou revues à la hausse, par exemple, comme c'est le cas pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans. En revanche, concernant d'autres événements familiaux, le nombre de jours d'absence accordés a été revu après consultation et proposition des représentants du personnel. Vous avez le détail que je ne vais pas citer ligne par ligne, bien sûr, concernant les événements heureux ou moins heureux. Voilà. Vous avez tout le détail. Merci. Le comité technique a émis un avis favorable le 30 novembre dernier. Je peux soumettre au vote en vous invitant à valider ces propositions d'autorisation d'absence telles qu'elles sont présentées dans le tableau de synthèse figurant dans le texte de cette délibération à la note de synthèse. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, personnel municipal, régime des astreintes. Madame Mestri, toujours. Par délibération en date du 26 octobre 2016, le conseil municipal instaurait un régime d'astreinte technique le week-end et par délibération en date du 26 septembre 2018, le régime d'astreinte technique en semaine. Tous les agents affectés aux emplois listés ci-après
peuvent être amenés à effectuer des astreintes et bénéficier d'une compensation à ce titre, quel que soit leur statut, qu'il s'agisse de fonctionnaires titulaires, de stagiaires ou de contractuels de droit public, à l'exception des agents relevant du droit privé, au cas particulier les apprentis, pour lesquels d'autres modalités de compensation devront être mises en œuvre. Pour rappel, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. Donc il est proposé de modifier le régime des astreintes comme suit. Définir d'abord la liste des grades, emplois et fonctions concernés par ce régime d'astreinte. Vous voyez que ça concerne les services techniques, les missions qui pourraient être accordées, proposées aux personnes qui prennent l'astreinte. Il s'agit de la prévention des accidents imminents ou réparation des accidents intervenus sur les infrastructures et leurs équipements, aux équipements publics et au matériel, et la surveillance des infrastructures. L'astreinte d'exploitation est mise en place chaque week-end de l'année à compter du 8 janvier prochain, selon un planning trimestriel établi par le responsable du centre technique municipal. Ce planning intégrera le roulement des agents mobilisés les week-ends. Les élus de permanence seront chargés de faire appel à l'argent d'astreinte qui dispose d'un véhicule de service et d'un téléphone portable. L'indemnisation de ces astreintes se fera pour le week-end du vendredi soir au lundi matin, selon une base forfaitaire de 116,20 €. Les montants seront majorés de 50% si l'agent est prévenu au moins 15 jours avant la date de réalisation de l'astreinte. Dans ce cas-là, ce serait par défaillance d'un agent qui n'aurait pas pu tenir son roulement pour cause de maladie, par exemple. Les agents mobilisés pour les astreintes d'exploitation sont tous éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les IHTS. Les heures réalisées pendant les astreintes étant effectuées en dehors du cycle de travail normal des agents, elles seront rémunérées en heures supplémentaires et ne pourront donner lieu à aucun repos compensateur. Pour les astreintes des agents de toute autre filière que les techniques que j'ai citées précédemment, ces astreintes concernent les emplois agents administratifs, les agents d'accueil d'état civil. Pour ces missions, il s'agirait de se rendre disponible pour enregistrer des actes d'état civil lors d'une fermeture exceptionnelle de mairie. Majoritairement, ce serait le samedi pour permettre l'enregistrement des actes au moment où ils se produisent. Et là aussi, il s'agirait d'une astreinte organisée suivant un planning défini. L'indemnisation se ferait donc pour un samedi, il s'agit là d'une demi-journée de 34,85 €. Et s'il s'agissait d'un dimanche ou d'un jour férié, 43,38 €. Les montants seraient majorés de 50%, là aussi, en cas d'information de l'agent concerné, dans un délai inférieur à 15 jours. Même condition que pour les agents techniques. Les agents sont donc éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Si l'agent dépasse ses obligations normales de service, les interventions pourraient être, à ce titre, donner lieu aux IHTS ou être compensées. Le comité technique du 30 novembre dernier a émis là aussi un avis favorable sur cette question. Merci beaucoup. Avez-vous des demandes de précision? J'invite donc le conseil municipal à autoriser l'institution du régime des astreintes dans la collectivité selon les modalités que Mme Mestry vient d'exposer et qui figurent à la note de synthèse, et qu'il appartient à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 5, modification des modalités de versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Madame Mestry. Les IHTS sont dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service
et selon les dispositions du 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération des travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyens de contrôle. Il s'agit de décomptes déclaratifs visés du responsable de l'agent. Le versement de ces indemnités est limité à un comptage en mensuel de 25 heures par mois et par agent. Les bénéficiaires de ces IHTS, Monsieur le maire propose donc d'instituer, selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'État, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emploi suivants. Donc vous avez dans le détail les adjoints administratifs territoriaux, les adjoints techniques territoriaux, les agents de maîtrise, police municipale, techniciens territoriaux. Pour les postes qui seraient à temps non complet, les IHTS sont calculés selon les taux horaires de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret 2002-60. Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. Les IHTS le paiement de ces IHTS sera effectué selon une périodicité mensuelle. Elles pourront faire l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou les taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. La date d'effet de cette disposition sera après transmission au service de l'État et publication ou notification. Et cette délibération annule les délibérations antérieures du 27 février 2019 portant sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires que nous avions votées. Merci. C'est clair pour tout le monde. Je soumets donc au vote du conseil municipal en demandant à l'Assemblée de m'autoriser à modifier le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires en faveur des agents susceptibles de les percevoir, dès lors que l'emploi occupé implique la réalisation effective d'heures supplémentaires et que le travail supplémentaire réalisé n'a pas fait l'objet d'une compensation sous la forme d'un repos compensateur décidé expressément par l'autorité territoriale. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 6, l'ordre du jour, modification des plafonds de RIFSEP. Madame Mestri. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tout lire. Je vais vous faire grâce déjà de l'introduction. Pardon, je n'ai pas entendu ce que vous disiez, Monsieur Marvaux. Ah, excusez-moi, je croyais que c'était public. L'IFSE, cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d'emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants. Les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, de la technicité, de l'expertise, de l'expérience ou de la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, des sujétions particulières ou degrés d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Les bénéficiaires de cette IFSE sont les agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel, et les contractuels de droit public en contrat d'accroissement pour une durée minimum de 6 mois. Cette IFSE sera versée mensuellement au prorata du temps de travail des agents. Le montant annuel de l'IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen. Par exemple, en cas de changement de fonction, changement de groupe de fonction avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétion, ou une mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonction, ou bien tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonction et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent. Ou encore, en cas de changement de cadre d'emploi, suite à une promotion ou la réussite à un concours. Chaque part de l'IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés dans le tableau. Enfin, il y a un tableau récapitulatif qui vous permettra d'aller plus vite après. Parallèlement à ça, le complément indemnitaire, appelé aussi le CI, est attribué
pour chaque cadre d'emploi est classé dans un groupe de fonctions auxquelles correspondent des montants fixés par la collectivité dans la limite des plafonds applicables à la fonction publique d'État. L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères de l'évaluation professionnelle de l'année N-1. Les montants ne sont pas reconductibles automatiquement d'une année sur l'autre et peuvent être modulés entre moins 100% et plus 100%, c'est-à-dire de 0 à 2 fois la prime. Il est proposé donc de définir les montants des compléments indemnitaires reposant sur l'engagement professionnel et la manière de servir des agents en retenant les modalités d'application suivantes. Un CI équivalent à 10% du RIFSEP pour les catégories C, un CI équivalent à 12% du RIFSEP pour les catégories B et 15% pour les catégories A, hors DGS, je tiens à le préciser. Les agents bénéficiaires sont les agents titulaires et stagiaires, là aussi, à temps complet, temps non complet ou temps partiel, et les contractuels de droit public en contrat pour une durée minimum de 6 mois. Comme pour le point précédent, c'est un versement mensuel au prorata du temps de travail des agents qui est proposé et seront déterminants pour cette attribution l'engagement professionnel et la manière de servir des agents qui sera pris en compte pour l'attribution du CI, qui seront appréciés au regard des critères suivants: l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la contribution à l'activité du service ou de la direction, la capacité d'encadrement, si bien sûr il s'agit de missions d'encadrement, l'aptitude à exercer des fonctions d'un niveau supérieur, là aussi le cas échéant. Ces critères seront appréciés en lien avec l'entretien d'évaluation professionnelle de l'année N-1. L'IFSE et le CI sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. Je ne vous rappelle pas avec quoi ça n'est pas cumulable, avec quoi ça peut être cumulable. Vous avez, page suivante, page 16, le tableau récapitulatif en fonction des cadres d'emploi et des groupes de fonctions, le type d'emploi et le plafond qui est proposé en termes d'IFSE et de CI et le RIFSEP maximum proposé. Je les balaye toutes ou Je pense que c'est bien. Merci Merci. beaucoup. De manière précise, avez-vous des demandes de compléments d'information ? Je ne sais pas si on l'a dit, mais un comité technique a également statué un avis favorable sur... Tout à fait. ça a été travaillé avec le comité technique qui a émis un avis favorable. Bien. J'invite donc le conseil municipal à valider ces nouveaux plafonds et d'attribution de régime indemnitaire, que ce soit la partie FSE et le complément indemnitaire tel que c'est présenté en détail dans la note que vous avez reçue et dont Madame Mestri a fait une présentation synthétique. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 7. Ouverture exceptionnelle des commerces et concessions automobiles les dimanches et jours fériés pour l'année 2022. La loi du 6 août 2015 relative à la croissance de l'activité et l'égalité des chances économiques modifie les dispositions de l'article L3132-26 du Code du travail en faisant évoluer le nombre de dérogations au repos dominical dans les commerces de détail qui peut être autorisé par le maire. Ainsi, le maire peut, en application de cette disposition, autoriser 12 dérogations au repos dominical contre 5 précédemment. Les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre de l'année N-1, par décision du maire après avis du conseil municipal. Depuis la loi du 8 août 2016, la liste des dimanches peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de la communauté de communes,
à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. La loi du 6 août 2015 étend par ailleurs le champ d'application de la règle du volontariat des salariés aux dérogations collectives délivrées par le maire. Ainsi, l'article 3132-25-4, premier alinéa, prévoit à présent que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Depuis 1997 et la signature de la première charte d'urbanisme commercial à l'échelle de la métropole de Rennes, la problématique du travail dans les commerces les dimanches et les jours fériés fait l'objet d'un dialogue social entre les élus, les partenaires sociaux et les acteurs du commerce. Organisé dans un premier temps à l'échelle de la métropole rennaise, ce dialogue social a été étendu au Pays de Rennes en 2003. Pour l'année 2022, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises sans réussir à trouver un accord et les consultations menées n'ont pas permis de dégager un calendrier qui conviendrait à tous. Dans ce contexte, pour l'année 2022, et suite à la proposition du Pays de Rennes, je propose d'autoriser les commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés 3 dimanches. Les dates retenues sont le premier dimanche des soldes d'hiver, 12 janvier 2022, le dimanche 11 décembre et le dimanche 18 décembre 2022, les 2 dimanches juste précédant Noël. Par ailleurs, conformément aux articles L3132-26, 3132-27, 3132-21 du Code du travail, les vendeurs salariés de l'automobile sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches. Dans un souci de cohérence à l'échelle du territoire du Pays de Rennes et conformément aux souhaits des concessions automobiles interrogées par le CNPA, les dimanches pouvant faire l'objet d'une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au titre de l'année 2022 sont le 16 janvier 2022, le 13 mars 2022, le 12 juin 2022, le 18 septembre 2022 et le 16 octobre 2022. Le conseil municipal sera invité à donner son avis au titre de l'année 2022 aux dérogations au repos dominical telles que je viens de le présenter. En distinguant pour les salariés des commerces de détail, à l'exclusion des concessions automobiles et des autres commerces faisant l'objet d'une réglementation particulière, et pour les salariés des concessions automobiles, les 5 dimanches précités. Avez-vous des questions ? J'invite donc le conseil municipal à émettre un avis favorable à cette proposition, qui me permettra ensuite et de m'autoriser à signer tout document afférent à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 8, je vais donc retirer. Le point 9, commission municipale, désignation des membres. Pardon, Madame Renaud. Oui, merci Monsieur le maire. Donc je vous informe qu'au nom du groupe Ensemble pour Melesse, nous ne prendrons pas part au vote donc, pour les délibérations 9 à 14, donc au motif que nous ne pouvons présenter personne sur l'ensemble de ces points. Et donc nous vous laissons toute latitude et toute liberté pour organiser les commissions comme vous le souhaitez, suite aux démissions qui ont été annoncées lors de ce conseil et des précédents conseils. Très bien.
Je prends les points, donc bien enregistrés, votre position. Je prends les points selon l'ordre du jour. Pour la désignation des membres dans les commissions municipales, vous avez sur table, avec les noms surlignés, la composition ou les modifications qui apparaissent en surligné dans chacune des commissions. Commission urbanisme, avec Laurent Molès qui rejoint cette commission. Développement économique, avec Laurent Jeanne qui rejoint la commission. Transition écologique énergétique, Madame Séverine Gauguin. Citoyenneté et solidarité, Madame Magali Bertin. Finance, Madame Sophie Gaillard. Mobilité, déplacement sans changement. Équipement public sans changement. Éducation, enfants, jeunesse, Monsieur Jean Tess et Madame Séverine Gauguin. Culture, patrimoine sans changement. Sport, Monsieur Éric Jouble qui rejoint la commission. Et communication, Madame Béatrice Valette et Madame Sophie Gaillard. Donc je propose que ce vote se fasse sous forme de scrutin de liste, sans recours au vote à bulletin secret. Il n'y a pas d'opposition. Et je propose donc au conseil municipal de désigner les remplaçants dans les commissions tels qu'ils figurent au tableau de synthèse dont je viens de mentionner les modifications. Et de valider donc ces modifications dans les commissions. Qui ne prend pas part à ce vote ? Donc tel que vous l'avez dit ? Non, je pense que... Non, c'est tout le monde tel que je l'ai entendu. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Pour la commission d'appel d'offres, désignation des membres, suite à démission, donc proposition du remplacement au titre des membres suppléants et d'y désigner M. Laurent Molès d'une part, M. Alain Maury d'autre part. Je soumets au vote du conseil municipal en proposant également de faire un vote au scrutin de liste, donc qui n'est pas un bulletin secret, ne prend pas part au vote, donc le groupe Ensemble pour Molès, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Concernant le contrat d'objectif développement durable, désignation d'un membre au comité de pilotage suite à une démission. Donc la proposition est de... Mais je crois qu'il y a également un tableau sur table. La proposition est de désigner Madame Béatrice Valette dans ce comité de pilotage. Donc le groupe Ensemble pour Molès ne prend pas part au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Dans le point 12. Petite ville de demain, désignation d'un membre au comité de projet. Donc le comité de projet, à la page 27, la composition du comité de projet est rappelée à la page 27 de la note de synthèse. Et je propose que, en complément des autres noms qui ne sont pas changés, ni de la Mézières, ni de Molès, de proposer Madame Béatrice Valette en tant que conseillère municipale de Molès. Le groupe Ensemble pour Molès ne prend pas part au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Comité de pilotage de la ZAC du Feuil. Proposition de 2 noms qui figurent également dans le tableau et le rappel de la composition de ce comité de pilotage. Proposition de différentrer M. Laurent Molès et Mme Béatrice Valette.
Donc ce point-là, le groupe Ensemble pour Melas ne prend pas part au vote non plus. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Nous le validons. Le point 14, budget participatif, désignation de 2 membres. Pour compléter le comité de pilotage, alors dans le collège habitant, Madame Sophie Gaillard, devenue élue, rend vacant un poste. Dans le collège élu, l'élue référente sur le budget participatif et l'agenda 2030, j'envisage de donner délégation à Madame Béatrice Valette en tant que conseillère déléguée. Donc elle sera élue référente. Et il reste au conseil municipal à tirer un autre élu au sort au sein du groupe majoritaire. Ce que je demande à ce qu'une personne puisse se déplacer pour faire ce tirage au sort. Les noms sont au centre. Très bien, Monsieur Laurent Molez siégera donc au collège élu du budget participatif pour l'année. Merci beaucoup. Le point 15, budget principal et budget assainissement collectif, autorisation d'engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2022. Monsieur Patrice Dumas. Bien, un exercice qu'on fait chaque année. L'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales précise que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été voté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, ce qui est le cas à Melès puisqu'on le vote plutôt au printemps, Monsieur le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager de liquider et mandater des dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Concernant les dépenses d'investissement, elles ne peuvent être réalisées qu'après le vote effectif du budget. Cependant, pour permettre aux services de disposer de crédits investissement disponibles dès le 1er janvier et aussi d'améliorer le taux de réalisation du budget et de réduire le délai global de paiement des factures, Monsieur le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider, mandater des dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc pour le budget principal, 25% de 6,3 millions qui correspond à l'ouverture de crédit 2022, ça nous fait 1 591 318 € comme plafond d'ouverture de crédit pour 2022 sur le budget principal. Et pour le budget d'assainissement collectif, le plafond est à 155 730,37 €. Donc, pour pouvoir ouvrir ces crédits, on doit désigner opération par opération les montants qu'on souhaite engager avec un maximum pour chacun de 25%. Et donc, pour pratiquement l'intégralité des opérations, on a engagé jusqu'à 25%, sauf pour certaines opérations pour lesquelles on avait des budgets importants l'année dernière, qu'on ne pense pas forcément voter cette année. Et donc, comme on est après, dans la réalisation du budget, obligé d'inscrire au minimum ce qu'on a inscrit là, on veut garder un budget sincère et lisible. Donc, on n'a pas inscrit des sommes qu'on pense ne pas forcément pouvoir dépenser. Donc, au total, on propose d'ouvrir des crédits à hauteur de 384 152 € pour le budget principal. Pour le budget assainissement. Et de 20 000 € pour le budget assainissement. Sachant qu'au moment du débat d'orientation budgétaire, on présentera les projets pour la nouvelle année et on votera au moment du budget
les crédits afférents aux dépenses qu'on souhaitera engager. Merci. Et vous, des demandes de précision? J'invite donc le conseil municipal à m'autoriser à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2022 pour le budget principal et le budget d'assainissement dans les limites précisées dans les tableaux et que M. Dumas vient de rappeler. Qui ne prend pas part à ce vote? M. Marvaux. Qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant. Le point 16, M. Dumas, tarifs municipaux 2022. Bien, la commune possède un certain nombre de tarifs qu'on appelle municipaux qui concernent par exemple la location de salles, des tarifs funéraires, des concessions dans le cimetière, des vacations, de la location de matériel, du montage, démontage de podium, de la location de terrain, notamment le terrain synthétique, des tarifs de location de matériel des services techniques, des tickets de pêche, des droits de place pour le marché, des photocopies, impressions noir et blanc. Ces tarifs s'adressent soit à la population, soit, par exemple, pour certains tarifs, c'est des tarifs de location entre services, par exemple de la commune et de la communauté de communes. Donc ces tarifs ont été réfléchis et décidés. Je crois qu'on avait fait vraiment un travail important en 2015-2016 par là, et donc revaloriser régulièrement du montant de l'inflation. Et pour être sûr de ne pas, comme on essaie d'avoir des tarifs qui tombent sur des chiffres ronds, et pour être sûr de ne pas dériver, on augmente du montant de l'inflation, mais on regarde aussi ce que ça donne depuis le début, donc on arrive à rester dans la limite. L'inflation estimée sur la période donc 2020-2022, puisque les tarifs n'avaient pas été revalorisés l'année dernière, a été de 3,1%, c'était 0,5% l'an dernier, 2,6% l'estimation 2021. Voilà. Donc les tarifs ont été en moyenne augmentés de 3%. Voilà. Si vous avez des questions particulières sur certains tarifs ou sur certains aspects. Très bien, je soumets donc au vote du conseil municipal. En invitant le conseil municipal à valider les propositions de ces évolutions de tarifs et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Le point 17, tarif de la redevance 2022 de l'assainissement collectif. Monsieur Dumas. Bien, le tarif actuellement en vigueur pour la redevance assainissement collectif est fixé à 1,40 € par mètre cube d'eau consommée. On note que ça figure parmi les tarifs les plus bas d'Ille-et-Vilaine et que le tarif moyen sur le territoire de la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné est de 2,58 €. Donc on est vraiment bien en dessous, ce qui prouve qu'on a un service efficient. La collectivité doit dimensionner sa station d'épuration en corrélation à l'augmentation du nombre d'abonnés. La collectivité va donc engager des travaux afin d'augmenter la capacité de traitement à 10 700 équivalents habitants en termes de charges organiques, et le coût des charges fixes va également être impacté par cette extension. En outre, il faut prendre en compte le fait que le traitement particulier lié à la crise sanitaire du Covid-19 a conduit à des surcoûts. En fait, les bouts ne pouvaient plus être épandus, pas étendus, et donc il fallait intégrer des coûts supplémentaires. Donc en gros, l'augmentation qui est proposée va servir à augmenter notre autofinancement sur service pour pouvoir financer des investissements, mais aussi à compenser des surcoûts en termes de fonctionnement. Et pour cette année, il est proposé de maintenir à 1,40 € le coût mètre cube, mais d'instaurer une part fixe à hauteur de 20 € par abonnement. Pourquoi une part fixe? Parce qu'en fait, les coûts de l'assainissement ne sont pas proportionnels à la consommation. Il y a des coûts fixes importants. Et d'ailleurs, la plupart des communes de la communauté de communes avec qui on va fusionner Assainissement collectif. Bientôt, le service vont être délégués à la communauté de communes. La plupart ont des coûts fixes et des coûts variables. Voilà, c'est le cas généralement quand il y a des délégations de services publics. Il y a toujours des coûts fixes et des coûts variables. Donc la proposition, c'est donc d'augmenter, de mettre une part fixe de 20 € par abonnement et de conserver la part variable à 1,40 €. Et donc la commission finances s'est réunie et a émis globalement un avis favorable sur la question.
Merci. Avez-vous des demandes de précision? Madame Renaud. Merci Monsieur Dumas, merci Monsieur le maire. Concernant effectivement cette délibération, je vous informe que le groupe Ensemble pour Melesse votera contre. Alors moi, en tant que membre de la commission finances, je n'ai pas pu être présente pour des raisons professionnelles à cette commission. Mais effectivement, on considère que l'instauration d'une part fixe par abonnement, en plus de la redevance sur assainissement qui est variable suivant le nombre de mètres cubes plutôt, pèse lourd sur le budget des personnes, notamment qui vivent seules. Donc c'est la raison pour laquelle on vote contre cette délibération. Merci. J'entends. Je vais rajouter quand même un point, hein, c'est qu'une décision, mais qui ne dépend pas du conseil municipal, mais du CCAS, va être prise ou va être prise. Madame Marzin peut l'expliquer. Oui, je vais laisser Madame Marzin l'expliquer. Très bien. Merci. C'est un sujet qu'on a pu aborder en CCAS, notamment sur le dernier CCAS, je crois, le conseil d'administration du CCAS. Donc, les bénéficiaires de la CMU, ancienne CMU, percevront de manière automatique, donc des familles qui sont dans des situations financières faibles, un chèque, une somme de 20 € directement sur leur compte, de manière à accompagner cette hausse qui est présentée ce soir. Il faut savoir que c'est chaque bénéficiaire, donc dans un foyer où il y aurait 2 personnes bénéficiaires de l'ancienne CMU, ce sont ces 2 bénéficiaires qui bénéficieront de 2 fois 20 €. Merci. Et le CCAS a validé la proposition. Merci. Je soumets donc au vote du conseil municipal concernant les tarifs d'assainissement 2022, de conserver le tarif de la redevance assainissement collectif 2022 à 1,40 € par mètre cube d'eau consommée et d'instaurer une part fixe à 20 € par abonnement et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Je compte 5. Qui s'abstient? Très bien, donc validé à la majorité. Le point 18, concernant l'adhésion au service mutualisé du délégué à la protection des données. Monsieur Dumas. Bien. La fonction de délégué à la protection des données peut être exercée sur la base d'un contrat de service conclu avec un organisme indépendant de l'organisme du responsable du traitement. Et pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en conformité, le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine a mis en place ce service. Monsieur le maire propose de faire appel à ce service et de désigner le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine comme délégué à la protection des données. Il précise que cette désignation fera l'objet d'une notification à la Commission nationale informatique et liberté. Les modalités d'adhésion à ce service sont précisées dans la convention qui était jointe en annexe et il est rappelé au conseil municipal l'obligation pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics de désigner un délégué à la protection des données, DPD, en application du règlement européen sur la protection des données personnelles, RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018. Conformément au règlement européen et du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère personnel, entré en vigueur au 25 mai 2018 et imposant à tous les organismes publics la désignation d'un délégué à la protection des données, toujours le même DPD, conformément à la délibération du Conseil communautaire du Val d'Ille-Aubigné
12 du octobre. 12 octobre 2021 concernant le renouvellement de la convention RGPD avec le CDG 35 avec une adhésion mutualisée communauté de communes et communes membres. Merci. Qui permet de bénéficier d'un tarif moins élevé qu'une adhésion individuelle commune par commune. Un groupement d'achat, en quelque sorte. C'est ça. Pas de questions particulières. Je soumets donc au vote du conseil municipal en proposant d'approuver la désignation du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine comme délégué à la protection des données, d'approuver les termes de la convention d'adhésion à ce service et de m'autoriser à signer cette convention et tout document nécessaire à l'exécution. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Pardon. Prend pas part au vote, Madame Mestri. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 19. Félima, vous pouvez présenter. Alors, classement de voies dans la voirie publique communale. La commune possède un certain nombre de voies classées dans le domaine privé de la commune. Or, d'après études des services techniques, certaines de ces voies sont ouvertes à la circulation publique, sans toutefois encore être classées dans le domaine public routier communal. Le classement de ces voies dans le domaine public routier communal n'entraînera pas d'atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie et qu'ainsi ce classement est dispensé d'enquête publique. La commission équipement public, voirie, aménagement rural qui s'est réunie le 7 décembre 2021 a émis un avis favorable sur le dossier. Et donc, il y avait en pièce jointe un tableau de classement des chemins ruraux qu'on souhaite intégrer au domaine public communal. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du cadastre, on va retirer le petit numéro des parcelles puisque le domaine public n'est pas numéroté. Merci. Merci. Pas de questions particulières. Je peux soumettre au vote. Donc, je propose au conseil municipal de décider de classer les voies figurant en annexe, c'était en pièce jointe, dans le domaine public communal, les voies qui figurent donc en annexe dans le domaine public communal et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 20, déclaration du linéaire de la voirie communale pour la DGF 2021. 2, 22. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et le Code de la voirie routière, considérant que le mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement s'appuie en particulier sur le critère concernant la longueur de voirie communale, l'obligation de déclarer chaque année auprès des services de la préfecture la longueur de voirie communale mise à jour compte tenu du classement de nouvelles voies dans le domaine public communal, les derniers aménagements de voirie réalisés sur la commune de Melesse, la nécessité d'actualiser le tableau d'inventaire de voirie. Les services de la ville ont engagé depuis quelques mois un recensement exhaustif de la voirie communale, domaine public, en tenant compte notamment des opérations de classement et de déclassement du domaine public communal, d'intégration de nouvelles voiries ou de celles non référencées au cadastre. On peut penser en particulier à tout le secteur des Fontenelles qui vient d'être intégré au domaine public communal. Et le travail a permis de chiffrer la longueur de la voirie communale appartenant au domaine public à 85 504 mètres linéaires au 15 décembre 2021. Et donc, la commission équipement public, voirie, aménagement rural qui s'est réunie le 7 décembre a émis un avis favorable pour qu'on puisse soumettre ce nouveau linéaire auprès des autorités afin que le calcul de notre dotation globale de fonctionnement soit revu en tenant compte de ce nouveau linéaire. Merci. Pas de questions particulières. Je soumets donc au conseil municipal en invitant à approuver le recensement des 85 504 mètres de voirie communale et de m'autoriser à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de la préfecture pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement 2023. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 21. Convention d'occupation du domaine public pour l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque sur ombrière de parking. Monsieur Maury, au Champ-Courtin. Monsieur Maury veut bien présenter ce point. Alors, Maï du Champ-Courtin, convention d'occupation du domaine public pour l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque sur ombrière de parking.
Conformément au Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5214-16 au Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2122-11 et L. 2122-14, et à la procédure de publicité réalisée du 25 août au 22 septembre 2021, faisant suite à une manifestation d'intérêt spontané relative à l'occupation du domaine public en vue de l'installation et de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque sur ombrière de parking, la ville de Melesse a validé le projet de création d'un parking pour desservir le futur collège et la salle multifonction située maille du Champ Courtin. La société d'économie mixte SEM Energive et Sius Sun ont créé Bretty Sun Park, une société permettant d'investir localement dans les ombrières de parking. Les objectifs sont massifier le développement des projets d'énergie renouvelable en s'impliquant techniquement et financièrement dès la phase d'amorçage, favoriser l'acceptation des projets en intégrant systématiquement une démarche de concertation le plus en amont possible et en favorisant l'investissement citoyen dès que les projets le permettent, permettre aux communes et aux EPCI et aux citoyens d'être acteurs de la transition énergétique de leur territoire en s'appuyant sur un acteur de confiance. La ville de Melesse a été sollicitée par Bretty Sun Park pour l'occupation d'une partie du domaine public en vue de l'installation et de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque sur ombrière de parking. La production d'électricité de la centrale a pour vocation à être injectée sur le réseau public. Pour permettre l'installation et l'exploitation de cette centrale photovoltaïque sur le site, la commune doit autoriser l'occupation du domaine public. Le site étant un bien affecté à un service public transport de voyageurs, cette autorisation d'occupation du domaine public pourra prendre la forme d'une convention d'occupation du domaine public. L'article L. 2122-1 et 4 du CG3P prévoit que n'est pas dispensée de publicité la délivrance de titres d'occupation du domaine public qui intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontané, c'est-à-dire d'une demande ou d'une proposition émanant d'un candidat ou d'une initiative privée. Dans ce cas, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. Afin de satisfaire à cette obligation prévue par le CG3P, de s'assurer au préalable par une publicité suffisante de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente, un avis de publicité suite à une manifestation d'intérêt spontané a été diffusé sur la plateforme régionale de dématérialisation Mégalis du 25 août 2021 au 22 septembre 2021 inclus. À l'issue de cette information, un candidat supplémentaire s'est manifesté et a remis une proposition complète avant la date de limite de réception des propositions. La commission équipement public, voirie et aménagement rural, réunie le 7 décembre 2021, a analysé les offres sur la base des critères suivants. Critères financiers appréciés au regard du montage financier proposé pour 40%, et critères techniques appréciés sur la base des éléments du mémoire technique pour 60%. L'analyse et le classement des offres dont le détail figure en annexe se résument ainsi. Bretty Sun 68 points sur 100 et autres 54 points sur 100. Par conséquent, la Commission propose de retenir la candidature de Bretty Sun Park dont les caractéristiques principales sont les suivantes. Bretty Sun Park envisage l'installation de 8 ombrières photovoltaïques sur ce parking d'une puissance de 300 kW. Bretty Sun Park sera le maître d'ouvrage de l'ombrière photovoltaïque ainsi que son exploitation sur la durée de la convention d'occupation temporaire. Tous les coûts de construction, d'exploitation, de maintenance de cette centrale seront à la charge de Bretty Sun Park. La convention d'occupation temporaire sera conclue pour une durée de 30 ans. À la fin de la convention, le propriétaire aura le choix du devenir de l'installation, soit récupérer l'ensemble de l'équipement par la voie de l'accession, soit demander à la société bénéficiaire de déposer la centrale et remettre en état le parking, soit négocier avec la société bénéficiaire une prorogation de la convention faisant l'objet des présentes. En contrepartie de la mise à disposition d'une partie du parking, Bretty Sun Park s'engage à mettre en place les éléments nécessaires pour une future installation rapide de bornes de recharge pour véhicules électriques et à demander une participation financière à la ville de Melesse fixe de 7 000 € pour le laquage des ombrières. Au regard de ces éléments, il sera proposé au conseil municipal de prendre acte de la procédure de publicité préalable réalisée du 25 août 2021 au 22 septembre 2021 inclus, à la suite de la manifestation d'intérêt spontané exprimée par un opérateur.
retenir la candidature de Bretty Sun Park et autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque sur ombrière de parking avec Bretty Sun Park dans les conditions susmentionnées. Valider le principe de la redevance présentée dans l'offre de Bretty Sun Park et autoriser Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant et à apporter le cas échéant toute modification mineure. Merci beaucoup. Des demandes de précision? Oui, Madame Renaud. Oui. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Maury. Je profite de ce point relatif au champ Courtin pour vous poser la question, à savoir quand est-ce que sera réinstallé le calvaire qui était situé préalablement à l'angle de la rue du champ Courtin et la RD 28. Merci d'avance pour votre tour. Ce que je propose, c'est de mettre au vote ce point et de répondre à votre question juste après. Ça vous va? J'invite le conseil municipal à prendre acte, tel que M. Maury vient de le résumer, de la procédure de publicité qui a eu lieu pour cette installation, de renier la candidature de Bretty Sun Park, de m'autoriser à signer la convention d'occupation temporaire pour l'installation et l'exploitation de cette centrale photovoltaïque sur ombrière de parking, de valider le principe de la redevance présentée dans l'offre au Bretty Sun Park et de m'autoriser à signer tout document s'y rapportant, le cas échéant, toute modification mineure. Qui ne souhaite pas prendre part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Maury, la réponse à la question de Madame Renaud. Oui. Donc, au carrefour de la Croix-Poulain, il a été récupéré un 31 décembre une croix en granit, le calvaire, qui a été mis à l'abri immédiatement parce que autrement je crains que l'issue aurait été un peu compliquée. Il est toujours à l'abri dans les services techniques. À ce jour, il n'a pas été réinstallé tout simplement parce que, d'abord, la collectivité maintenant est propriétaire de cette bande de terrain. Ça a mis du temps tout simplement parce qu'il y avait une indivision et que, par définition, pour qu'il puisse y avoir une vente ou une proposition d'achat, eh bien, il faut que les co-indivisaires soient d'accord à la fois sur le fait de vendre et sur le prix. Pour l'instant, on a décidé d'attendre tout simplement parce qu'un certain nombre de travaux vont être réalisés sur cette première partie, c'est la D28, je ne me trompe pas, entre autres sur sa partie à l'ouest avec la création d'une piste cyclable, mais il est envisagé également une reconfiguration de ce carrefour qui aujourd'hui présente un peu de risque, donc ça va faire partie intégrante. Dès qu'on aura la certitude qu'on peut faire une réimplantation sans avoir à y revenir, nous avons également pris la décision de travailler avec Modeste à travers les âges pour remettre cette croix-là dans cet endroit. Voilà. À suivre, vous avez un certain nombre d'informations diverses sur la période de tout début décembre, liées au DDIA et autres décisions concernant un arrêté d'attribution d'une concession au cimetière et le web en chaire. Informations diverses, Madame Séverine Gauguin est devenue conseillère municipale, donc elle quitte le collège habitant du Conseil local de la biodiversité. À suivre sur la liste de suppléants, c'est Madame Dussud qui a été contactée pour remplacer Madame Gauguin. Et Madame Marzin peut peut-être dire un mot du règlement du cimetière. Oui, donc le cimetière avait déjà un règlement, il a été revu. Avant l'été, il a été communiqué à l'ensemble des élus de la commission vie citoyenne. Ça n'a pas fait l'objet de retour. Donc, le règlement du cimetière donne les principes d'usage et de obligations et droits des familles sur les différents espaces qui sont le funéraire et le cinéraire. Et donc, il y a possibilité dans le cimetière de scanner avec un QR code pour prendre connaissance des informations. Et bien sûr, il y a un support papier en mairie. C'est un document qui fait plusieurs pages, donc
le système du QR code est pratiquement pratique en tous les cas. Merci. À suivre, quelques informations sur l'agenda. L'agenda, auquel je ne m'attarde pas, sauf à mentionner que compte tenu de la situation sanitaire et de son évolution, la date du 7 janvier ne peut être retenue pour la cérémonie des vœux à la population. Nous verrons à suivre sur le mois de janvier si les choses s'améliorent, avant d'arrêter autre chose. Ceci nous amène à la fin des points à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. En clôture, je tiens à vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous d'agréables fêtes de fin d'année, qu'elles soient les plus agréables possibles dans les retrouvailles en famille ou entre amis, malgré les conditions sanitaires que nous connaissons. Je vous souhaite une bonne soirée.